D'accord. papi. Oui, Simon. Traitement des fuites. La chaleur fuit nos habitats, c'est dommage, mais c'est ainsi. Et ce n'est pas avec un outil de chauffagiste qu'on peut régler le problème. Nos maisons, nos appartements sont soumis aux lois physiques de la chaleur et de ses effets sur la matière. Accumulation, transmission, dilatation, changement d'état, rayonnement. Ces effets, traités dans une autre vidéo, sont cause de réaction sur la matière et génèrent des mouvements de chaleur par rayonnement, convection ou conduction. Les comportements connus, il nous faut les maîtriser afin de contenir la chaleur là où nous le souhaitons. Dehors l'été, dedans l'hiver. C'est l'objet de cette vidéo et cela va nous prendre 9 minutes. Donc, traitement du rayonnement, ce transfert de calories par émission de rayonnement lumineux. On pourrait essayer, par effet miroir, de le réfléchir et le renvoyer via un réflecteur. Sauf à vivre dans le palais des glaces, ce réflecteur sera installé derrière un parement. Si ce parement n'est pas transparent aux infrarouges, il va les capter. Comme déjà dit, il va monter en température et lui-même rayonner. Il va ainsi envoyer une partie de son rayonnement vers le réflecteur qui va le lui renvoyer et favoriser encore sa montée en température. De plus en plus chaud, ce qui est très bien, il va provoquer une montée en température de l'air entre lui et les éléments porteurs de la paroi, ce qui va provoquer soit une convection et transfert des calories comme déjà évoqué, soit un transfert direct par contact, ce qui a aussi déjà été développé. Sauf à créer un réel vide entre les éléments, c'est-à-dire créer un habitat thermos, les calories seront transférées aux éléments en contact avec l'extérieur, soit par convection, soit par conduction. Donc, le réflecteur, idée tentante, mais fausse bonne idée. Plutôt que miser sur un principe qui ne marchera pas, il va falloir s'attacher à gérer au mieux ces calories captées par le parement, ceci en soignant particulièrement convection et conduction. Traitement de la convection, mouvement d'air entre un point chaud et un point froid. Ce mouvement d'air, ascendant et descendant, forme ce que l'on appelle une cellule de convection. Je pourrais la limiter en créant un faux plafond qui diminuera la hauteur et empêchera le contact direct avec la paroi extérieure. Dans le même esprit, je pourrais aussi créer des doubles cloisons extérieures. Nous allons ainsi casser la convection entre le point chaud et les parois extérieures. J'ai donc ici, comme on le disait autrefois, créé un faux vide d'air. Mais, comme vu dans le rayonnement, le transfert ne serait que ralenti, car après avoir chauffé ce doublage, je serai confronté à un transfert par rayonnement et à nouveau une convection. Nous reste le traitement de la conduction pour améliorer le sujet, donc le transfert direct des calories dans la matière. Les calories reçues par mon parement intérieur, tant du fait du rayonnement que de la convection, vont migrer vers l'extérieur au travers des éléments constitutifs de cette paroi. Ce transfert se fera plus ou moins rapidement et en plus ou moins grande quantité selon la nature des matériaux utilisés. Nous venons de voir dans le rayonnement que le positionnement d'un parement extérieur améliore en créant un semblant de vide d'air. Mais il apparaît évident qu'il faille nécessairement intégrer un matelas isolant dans ce complexe. En termes de conduction, le choix devra se porter vers un matériau le moins caloporteur possible, donc à faible conductivité, ce qui se caractérise par un lambda faible. Cette caractéristique est déterminante pour la consommation d'énergie nécessaire au maintien d'une température déterminée. Voyons maintenant la position de l'isolant. Voici une construction dite traditionnelle en France. On devrait plutôt parler de construction conventionnelle. Fondation, mur, dalle, toit. Ici, on a représenté un immeuble de 2 étages.
Les murs peuvent être isolés par l'intérieur, ce qui induit une perte de place et surtout le non-traitement des ponts thermiques. L'isolation des murs par l'extérieur, en général plus coûteuse, permet de traiter les ponts thermiques. Si la maison ou l'immeuble est à comble perdu, on préférera une isolation dans le grenier. Si, par contre, l'étage est habitable, l'isolation se fera soit dans l'épaisseur du toit, donc depuis le dessous, soit par le dessus du toit. Si les murs extérieurs sont en pierre, le diagnostic est le même que pour le béton, esthétique en sus peut-être. S'ils sont en pisé ou en bois, les ponts thermiques sont moins conséquents. Il est évident que l'isolation par l'extérieur est préférable. Cependant, en cas d'impossibilité technique, architecturale ou autre, isoler par l'intérieur est infiniment plus performant que de ne rien faire. Nous venons de voir qu'il est nécessaire d'intégrer un isolant dans le complexe de construction des parois. Cet isolant doit disposer d'un bon lambda, à mon sens minimum 0,040, voire encore moins, puisque plus il est faible, meilleur est l'isolant. Une bonne capacité hygroscopique. Les capacités hygroscopiques consistent en l'absorption de la vapeur d'eau avant condensation, donc faculté d'un matériau en toutes circonstances de rester sec, puisque si un isolant est mouillé, il ne fonctionne plus, en tout cas moins bien. Bonne capacité thermique, capacité d'accumuler de l'énergie. Une bonne masse volumique, ce qui va encore contribuer à aller dans le sens-là. Ces trois dernières qualités sont présentes particulièrement dans les isolants biosourcés, et encore plus particulièrement dans tous les isolants d'origine végétale, tels que la laine de bois dérivée du bois, un autre dérivé, la ouate de cellulose, mais également laine de lin, laine de chanvre, chènevotte de chanvre, liège et tous autres isolants d'origine végétale. La qualité de mise en œuvre est bien évidemment également prépondérante. Le meilleur des isolants mal mis en œuvre n'est pas la solution à nos problèmes. Nous devons également, pour rappel, faire très attention à la nature, à la couleur de notre parement, ainsi qu'à la position de notre isolant. Si un bon lambda est gage d'une faible consommation d'énergie, la stabilité et la température élevée de la surface intérieure sont, elles, gages de confort et d'une convection limitée. La capacité thermique et la masse volumique de l'isolant sont déterminants pour cette notion de confort si importante. En effet, on isole pour chauffer moins, donc consommer moins, mais aussi et surtout pour être bien chez soi. En ce qui concerne l'hiver, tout le développement précédent a été fait autour des problématiques liées à cette saison. En ce qui concerne l'été, ce qui est déterminant, c'est le temps de transfert des calories, donc le déphasage. Sous nos latitudes, et y compris dans le sud de la France, devoir climatiser l'été est un aveu d'échec dans le processus de construction et d'isolation. Il y a bien moins de difficultés à résoudre un problème qu'à le poser. Joseph de Maistre.